Bonjour tout le monde. Le mois dernier, le Centre des connaissances Learning Network a organisé un webinaire avec la docteure Emma Katz et Catherine Lawler sur les incidences du contrôle coercitif à l'égard des enfants et les interventions de soutien. Plus de 1200 personnes ont participé et nous avons reçu bien plus de questions que nous n'avons eu le temps de présenter. Nous avons donc invité la docteure Katz et Catherine Lawler à nouveau aujourd'hui pour répondre à davantage de vos questions. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous encourageons vivement à regarder l'enregistrement complet du webinaire ainsi que cette session supplémentaire. Ma collègue Annalie Stratman et moi-même poserons vos questions et nous commencerons cette session en invitant la docteure Emma Katz à nous fournir une brève description de ce que l'on entend par contrôle coercitif pour cadrer notre discussion. Le contrôle coercitif implique des situations où quelqu'un soumet une ou plusieurs autres personnes à un contrôle persistant et généralisé sur une longue période de temps, en faisant clairement comprendre que si on ose se défendre, on sera puni. La personne contrôleuse met donc en place une dynamique selon laquelle il faut faire ce que je dis, sinon. Et en punissant les autres de façon répétée, cette personne contrôle la non-conformité. Le contrôleur, le maltraitant, a l'intention de démoraliser, de terroriser pour que les autres obéissent en permanence. Il ne s'agit pas de passion ou de colère. Il s'agit d'un contrôleur coercitif qui croit avoir le droit de dominer les autres d'une manière qui les prive de leurs droits et libertés normaux. Et ce que nous constatons chez les victimes et survivantes de ce genre de situation, c'est qu'ils marchent sur des œufs tout le temps, en contrôlant eux-mêmes leur propre comportement pour tenter d'éviter d'être punis par l'agresseur. Et cette punition peut être de la violence, mais aussi autre chose de redoutable, comme se faire insulter grossièrement ou subir une forme de maltraitance financière ou sexuelle. Et on essaie donc d'empêcher que cela se reproduise, d'éviter d'être puni, et on se conforme à ce que veut l'agresseur. Les agresseurs ont probablement convaincu les autres que tout est de leur faute. Et ce que nous voyons chez les victimes et survivantes, c'est qu'ils deviennent incapables d'être autonomes dans la vie. Des activités qu'on tiendrait normalement pour acquises. Par exemple, où on peut aller, combien de temps on peut y rester, à qui on peut parler, comment s'habiller, quelles opinions exprimer, comment utiliser l'espace dans la maison. Toutes ces activités que nous considérons normalement comme allant de soi en tant que personnes libres, les victimes et les survivantes qui sont soumises à la coercion et au contrôle n'y ont pas accès parce que si elles décident d'aller de l'avant, l'agresseur les punira. Et ce dernier est tout à fait conscient qu'il crée cette dynamique et c'est une stratégie très ciblée et délibérée. Merci. Bon, la table est mise pour le reste de notre discussion. Et pourriez-vous décrire certaines des façons dont la technologie pourrait être utilisée pour faciliter le contrôle des adultes et aussi des enfants? Oui, eh bien, dans ce monde de plus en plus techno, il y a tellement de progrès et de dispositifs différents que ceux qui cherchent à contrôler les autres peuvent maintenant utiliser. Nous voyons donc des maltraitants utiliser des appareils qui leur permettent de surveiller et de traquer les personnes qu'ils essaient de contrôler, qu'il s'agisse de la partenaire, de l'ex-partenaire ou même des enfants. Par exemple, nous avons vu les délinquants installer des logiciels malveillants sur les téléphones et des ordinateurs portables de manière à ce qu'ils soient dupliqués sur l'appareil du délinquant et qu'il puisse voir ainsi tout ce qui se passe au clavier, chaque frappe. Nous les voyons abuser d'objets tels que les étiquettes Apple Air et les glisser même dans les semelles des chaussures des enfants, les placer dans le domicile de leur ex-partenaire pour pouvoir ensuite surveiller exactement leurs années et venues. Nous les voyons pirater les appareils intelligents que les gens utilisent maintenant pour surveiller l'électricité dans leur maison, leur système de sécurité. Vous savez, de nos jours, vous pouvez demander à votre maison d'allumer le chauffage quelques minutes avant votre retour. On peut pirater ces appareils pour en faire des logiciels espions. Et ils installent des caméras cachées de plus en plus petites dans toutes sortes d'endroits.
Un agresseur trouvera le moyen d'utiliser n'importe quoi à mauvais escient et très souvent, il se servira également des enfants. Alors, comme je l'ai dit, on glisse des dispositifs de surveillance dans les affaires des enfants après la séparation, pendant la période de contact, afin d'espionner en permanence l'ex-partenaire sans qu'elle le sache. Il s'agit donc d'une forme d'abus très insidieuse et les survivantes ne sont pas souvent conscientes de ce qui se passe, ou bien elles en ont l'intuition mais ne savent pas trop quoi faire, ou encore elles savent que cela se passe et essaient d'en parler, mais les gens estiment qu'elles sont simplement parano. Il est très difficile pour les survivantes de faire comprendre ce qu'elles vivent, et je pense aussi qu'il est difficile d'obliger les contrôleurs à rendre compte de tous ces comportements parce que nous ne sommes pas conscients de la technologie utilisée de nos jours pour surveiller, contrôler et espionner. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut rater complètement sans s'en rendre compte. Merci beaucoup. Catherine, cette question est pour vous. Nous parlons souvent de la résilience des enfants, mais nous ne parlons pas souvent de leur résistance. Pouvez-vous en parler? De quelle manière avez-vous vu des enfants résister à un contrôle coercitif? Donc, si je peux commencer, je vais revenir d'abord sur la résilience, juste comme rappel, avant de parler de résistance. Je suppose que la résilience est une notion que nous avons tous tendance à comprendre comme une façon de rebondir ou de faire face à des choses difficiles ou à l'adversité. Et en fait, les enfants peuvent parfois résister en étant résilients. Si nous examinons les composants clés de la résilience, et cela pourrait prendre 1 heure et plus, donc nous allons prendre un raccourci, certaines choses viennent à l'esprit, comme les bonnes expériences à l'école, les bons résultats à l'école. Ça aide, c'est certain, s'il y a un adulte qui se bat pour l'enfant ou qui est un soutien, que ce soit une mère, un autre membre de la famille, un membre de la communauté, un groupe prosocial de pairs et la capacité de sourire quand les choses sont vraiment, vraiment difficiles et de faire des blagues avec des amis. Je suppose donc que si j'avais un dialogue avec un enfant ou si j'essayais d'évaluer sa résistance ou sa résilience, j'examinerais les facteurs de risque, ce que je pense être les facteurs de risque, puis les facteurs de protection. Et puis, ce que je fais dans un langage adapté aux enfants en fonction de l'âge, évidemment, si les gens regardent notre webinaire précédent, nous avons parlé de ne pas utiliser des déclarations de déni, ne pas prendre les choses à la légère ou d'essayer de faire croire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas pour les enfants. Donc, utiliser un langage approprié. Je m'intéresserai à leurs activités quotidiennes et ce peu qu'elles réussissent à l'école comme mécanisme d'adaptation, ce soit une façon de résister. L'idée que je vais aimer mon école et que je vais bien réussir. Et elles peuvent parfois ou non passer du temps avec leur groupe de pairs, jouer avec eux, faire des activités agréables ensemble. C'est une autre façon de résister. Donc, je tente de comprendre ce que c'est que la résilience dans chaque cas. Est-ce qu'un enfant fait réellement? Ce qui pourrait faire partie de sa résistance. Ces stratégies d'adaptation pourraient faire partie de sa résistance. Et bon, et j'ai donné quelques notes sur le langage résilient et résistant qu'on pourrait utiliser avec les enfants. Donc, on l'aide à avoir un but, à essayer quelque chose. L'enfant a fait de son mieux. Tu as travaillé vers un but. Donc, elle a développé une nouvelle compétence. On dit que tu as appris ceci, tu as développé cela. Si vous parlez de stratégie de sécurité ou de planification de la sécurité, on peut dire, ah, tu t'es souvenu de tout ça et tu as suivi les consignes malgré tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, je pense que lorsque l'on parle de résilience, nous pouvons utiliser cette double conversation. D'autres domaines de résistance peuvent cependant mettre les enfants en danger. Ainsi, s'il y a une agression ou un continuum de comportements liés au contrôle coercitif, il se peut qu'un enfant, et je l'ai souvent fait quand j'étais enfant moi-même, se tienne devant sa mère et discute avec l'agresseur. Ou s'il y a une agression violente, qu'elle intervienne pour protéger sa mère. C'est ce que je faisais. Il est parfois très facile de dire aux enfants de ne pas le faire, et nous devons leur dire de ne pas le faire. Mais quand un enfant vit cette situation, il peut être très difficile de ne pas agir pour certains enfants parce qu'on veut protéger évidemment la maman, les frères, les sœurs ou d'autres membres de la famille. Je pense donc qu'il y a différentes façons pour les enfants de résister. Certaines
peuvent les mettre en danger physiquement et d'autres peuvent être un moyen remarquable pour certains enfants de poursuivre leurs activités quotidiennes normales et d'en tirer un certain plaisir. Et j'espère donc avoir répondu un peu à la question. Oui, merci. Donc, en fait, les enfants trouvent un moyen de se mettre dans une sorte de bulle, peut-être, de se protéger pour de ne pas avoir à continuer à vivre cette expérience ouvertement et de manière flagrante. Donc, cela permet de se protéger. Oui, ils peuvent même ne pas se rendre compte qu'ils le font. Une conversation positive serait, ah, tu sais quoi, j'ai remarqué ceci ou cela. Et en fait, c'est vraiment bien ce que tu fais, vu tes circonstances. Donc, les points positifs que vous pouvez soulever avec les enfants. Merci beaucoup. Maintenant, Dr. Katz. Catherine a parlé un peu des facteurs de risque et cette question vise un peu ces facteurs de risque et les outils d'évaluation du risque également, en particulier lorsque nous pensons à la mesure ou à l'évaluation du risque de létalité en ce qui concerne le contrôle coercitif. Y a-t-il des études qui identifient un nombre ou un type de facteurs de contrôle coercitif présents qui indiquent un risque de létalité? Est-ce que, bon, on fait un décompte comme quelque chose comme 5 facteurs de risque sur 15 qui doivent être présents? Ou est-ce que cela existe avec un outil d'évaluation du danger ou d'autres outils d'évaluation du risque de létalité? Ou est-ce plutôt de voir s'il est obsessivement jaloux, par exemple, et a accès à une arme à feu, et cela équivaut à un risque élevé de létalité? Connaissez-vous des outils d'évaluation des risques qui répondent à ces préoccupations ou aux facteurs de risque auxquels nous devrions prêter davantage attention? Oui, au Royaume-Uni, où Catherine et moi-même sommes basés, des recherches particulièrement utiles sur la létalité ont été menées ces 2 dernières années par la professeure Jane Monckton Smith, qui a développé une chronologie des homicides domestiques et aussi une chronologie des suicides liés à la violence domestique. Grâce à ces recherches d'identification de la ligne de temps, elle a identifié 8 étapes qui se produisent dans la grande majorité des cas où un auteur commet un homicide, un fémicide ou un filicide à l'égard des enfants de sa partenaire, par exemple. Je vous recommande donc vivement de lire les travaux de la professeure Monckton Smith sur ce sujet. Elle a un livre absolument excellent à ce sujet qui s'appelle In Control, Dangerous Relationships and How They End in Murder. En contrôle, relations dangereuses et comment elles se terminent par le meurtre. Mais ce que je voulais dire pour l'instant, c'est que ce qu'elle identifie, c'est que les marqueurs comme la séparation et l'escalade dans le contrôle permettent de mieux identifier le potentiel d'homicide imminent. Elle note également que lorsqu'il y a contrôle, violence, même de faible niveau, et séparation, après que les gens aient vécu ensemble, lorsque les gens ont vécu ensemble, il y a eu du contrôle, il y a eu de la violence, qu'elle soit de bas niveau ou de niveau supérieur, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il y a eu un contrôle. Et puis, le contrôle semble s'intensifier. Dans ces cas-là, il y a une augmentation de 900% du potentiel d'homicide. Nous devons donc être très conscients que c'est le cas. Et les raisons que les hommes ont tendance à donner pour tuer leur partenaire tournent essentiellement autour de leur perception que leur partenaire retire son engagement envers eux et il y a un refus de laisser cela se produire ou il y a une perception de leur part d'une séparation réelle ou fictive peut-être même. Il se peut donc que leur partenaire ait l'intention de s'échapper ou qu'ils aient simplement l'impression que leur partenaire ait l'intention de s'échapper, même si ce n'est pas le cas. Donc, alors, la séparation, réelle ou imaginaire, effective ou imminente, est donc un véritable déclencheur pour les agresseurs, car il s'agit pour eux de garder le contrôle. Et si vous êtes sur le point de rompre leur contrôle, ou si vous l'avez récemment rompu, il existe un risque énorme d'homicide entre partenaires intimes, de féminicide, de filicide, de meurtre d'enfants dans ces situations, car c'est l'acte ultime pour l'agresseur de reprendre le contrôle sur sa famille. Nous nous trompons souvent, notamment dans les médias. Nous pensons que les auteurs qui tuent dans ces circonstances ont simplement craqué. Ils ont vu rouge. Ils ont fait quelque chose d'impulsif.
Et ce que la professeure Jane Monton Smith découvre souvent, c'est que ces homicides étaient en fait très planifiés et ils ne sont pas simplement un hasard, ils n'ont pas craqué, mais qu'ils sont l'aboutissement d'années de contrôle coercitif. Et dans l'esprit de l'auteur, tuer est un moyen de reprendre le contrôle et de retrouver le sentiment de statut qu'il craint d'avoir été diminué par la menace de séparation ou la séparation. Donc, oui, en résumé, je dirais qu'il faut faire attention aux relations où il y a eu un contrôle, où il y a eu de la violence, même si elle peut être de faible intensité, des bousculades, des gifles. Il ne s'agit pas nécessairement d'être battu et pleine de bleus et les côtes cassées. Puis, le contrôle semble s'intensifier. L'agresseur semble penser qu'il va y avoir une séparation. Il se peut qu'il y ait effectivement une séparation parce que cette période, c'est la plus dangereuse. Merci beaucoup. Je veux juste parler de l'évaluation des risques si c'est possible. Donc, l'outil d'identification du danger, l'évaluation du danger dont vous parlez, l'équivalent que nous avons en Grande-Bretagne, c'est le DASH, Domestic Abuse Stalking Risk Assessment Checklist, très similaire à votre outil. Et je vais faire un parallèle maintenant et parler un peu des personnes plus âgées, juste pour une seconde, avec votre indulgence. Ce que j'ai tendance à trouver quand je regarde certaines évaluations du risque, surtout le DASH au Royaume-Uni, c'est très orienté vers les jeunes femmes. Et l'abus domestique et le contrôle coercitif continuent dans le temps. Ma mère, par exemple, est morte dans ce type d'environnement et dans son second mariage qui a duré 43 ans. Elle aurait obtenu un score très bas dans l'évaluation véritable des risques, alors qu'en fait, elle était vraiment à haut risque. Je sais donc que nous parlons aujourd'hui des enfants et de leur mère, mais je tiens à attirer l'attention sur les femmes plus âgées. Ce que nous cherchons à faire dans mon lieu de travail avec un groupe de femmes plus âgées qui sont des survivantes, c'est de réécrire cet outil. Car ce que nous avons tendance à manquer dans le domaine de la violence domestique, c'est la cohorte des personnes plus âgées. Elles n'apparaissent pas dans notre système. Et ce que nous savons, c'est que la violence domestique ne s'arrête pas parce que les gens vieillissent. Elle peut changer légèrement et en fait, il y aura probablement plus de contrôle coercitif que de violence physique et de viol plus tard. Donc, un petit mot pour la génération plus âgée des femmes qui existent. Je pense que nous devons garder cela à l'esprit. Et Catherine aussi, ce que nous avons appris dans notre travail, et je suis sûre que vous l'avez appris dans le vôtre, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'enfants, mais il y aura peut-être des petits-enfants qui peuvent aussi être exposés ou faire l'expérience de cet abus continu, de ce contrôle coercitif. C'est donc tout à fait pertinent, même lorsque nous parlons des jeunes enfants. Merci, merci beaucoup. La prochaine question que nous aimerions poser, en fait à vous deux, et nous aimerions commencer par vous, Catherine, et puis passer à Emma Katz, mais c'est la même question. Dans certaines situations, les intervenantes ont observé que lorsqu'une mère a été contrôlée de manière coercitive par son partenaire, elle adopte parfois elle-même un comportement de contrôle coercitif envers un ou plusieurs de ses enfants. Dans ces situations, nous avons donc une victime survivante que nous voulons absolument soutenir, à savoir l'adulte, la mère, mais nous sommes également préoccupés par certains des comportements manifestés à l'égard des enfants, euh, à la fois par le partenaire violent, dans le sens où je peux utiliser le terme d'agresseur primaire quant à la situation adulte, mais aussi par ce qui peut se passer secondairement à l'égard des enfants en termes de leur relation avec le parent qui a été victime du contrôle. Et si vous voulez, vous pourriez commenter cette situation et aussi recommander des stratégies de soutien pour soutenir à la fois la mère et l'enfant. Et je sais que vous tentez toutes deux de toujours le faire et c'est ce que nous voulons faire également. Ça nous préoccupe beaucoup. Et vraiment, c'est une question qui est brûlante de notre part. Oui, encore une fois, j'ai une expérience personnelle de ça avec ma mère et mon frère. Donc, je pense qu'à un niveau personnel, et encore une fois, je pense que c'est peut-être sous-étudié, c'est que ce que les femmes peuvent faire, c'est utiliser les stratégies de survie qu'elles ont utilisées pour se garder, elles et leurs enfants, à l'abri de l'agresseur. Et pour une raison ou une autre, cela se répercute par cette sorte de relation avec leur enfant. Ainsi,
Avec ma mère, et encore une fois, c'est très personnel, elle a, je ne dirais pas contrôlé de manière coercitive, mais elle a infantilisé mon frère. Et la raison pour laquelle elle a fait cela, c'est qu'elle ne voulait pas qu'il quitte la maison parce que je suis partie très tôt, moi, à 16 ans. Elle voulait qu'il réside avec elle en tant qu'adulte pour qu'il soit toujours une barrière de protection contre son second mari, qui était son père, de fait. Le problème, c'est lorsqu'elle est décédée, mon frère n'avait aucune compétence pour la vie parce que, dans un sens, elle l'a infantilisé et a tout fait pour lui. Et c'est la seule, en fait, argument, le seul dispute que j'ai jamais eu avec ma mère avant qu'elle ne décède et en permanence. Et ce que j'ai essayé de faire pour elle, c'est de lui faire comprendre que certaines des stratégies, des tactiques qu'elle avait utilisées pendant très longtemps et qui est devenue une seconde nature pour elle, se répercutait sur ses compétences parentales à l'égard de mon frère, un jeune enfant au début, puis un enfant adulte, vous voyez. Alors, je pense que c'est très difficile. Je pense que c'est très complexe et que cela dépend, bon, si la femme vit toujours avec l'auteur du crime ou non. Et je pense qu'avant tout, la conversation devrait consister à amener la personne à analyser réellement ce qu'elle a fait pour assurer sa propre sécurité et celle de ses enfants, et à voir s'il existe une corrélation avec son style parental actuel, et ce, sans jugement, sans blâmer la victime, dans une démarche exploratoire et de soutien. C'est très, très difficile et il y a des occasions où cela se produit et cela peut affecter les relations entre les frères et sœurs, la mère et les autres également. Et quand ma mère est décédée, en plus du deuil, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que j'allais être le parent d'un homme de 40 ans. Et c'est toujours le cas, en fait. Je pense donc qu'il s'agit de stratégies de protection et de gestion qui débordent, si vous voulez, et une exploration en douceur, vraiment en douceur, des raisons de ces phénomènes peuvent peut-être aider. Merci, Catherine. Docteur Katz, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui. Alors, la meilleure chose que j'ai lue sur les femmes qui se comportent de manière quelque peu abusive envers leurs enfants ou leurs enfants dans un contexte où elles sont elles-mêmes soumises à un contrôle coercitif et à la violence et aux abus du partenaire intime est en fait un article canadien intitulé Women's Abuse of Their Children in the Context of Domestic Violence, Reflections from a Woman's Account. J'ai trouvé cet article très utile et très bien écrit. Et surtout, comme l'a dit Catherine, on ne blâme pas les victimes. J'ai trouvé que l'article traitait très bien le sujet. Et voici quelques points saillants. L'article souligne que le fait d'être victime n'enlève pas toute responsabilité, mais place les gens et les choix de la victime dans un contexte particulier et assez contraignant. Et on note que certaines participantes à l'étude, qui étaient des femmes ayant utilisé la violence contre leurs enfants dans des situations où elles étaient elles-mêmes maltraitées par des partenaires masculins, ont parlé des difficultés liées au fait d'être mère dans ce contexte et du fait que la peur et l'épuisement avaient conduit à l'adoption de comportements violents envers les enfants. Et dans certains cas, elles étaient absolument épuisées, elles avaient peur et leurs émotions étaient très réactives. Elles n'avaient pas vraiment de calme du tout. Comment pourraient-elles l'être dans ces circonstances, évidemment? Et les auteurs ont noté que les difficultés que rencontrent les femmes maltraitées par rapport à leur maternage sont dues au contexte particulier créé par la violence de leur partenaire, mais aussi au fait que ce contexte est en contradiction avec les attentes très élevées que l'on place à l'égard des mères. Nous mettons souvent tellement de pression sur les mères pour qu'elles soient les principales responsables des enfants, qu'elles soient celles qui savent tout sur les enfants, qui font tout pour qu'ils soient en sécurité et heureux. Nous n'avons pas tendance à placer ces attentes sur les pères de la même mesure. Certaines femmes ont donc dit qu'elles se sentaient sous pression à cause de cela, et cela contribuait aussi à leur désespoir, à leur sentiment d'être quelque peu hors de contrôle de leur propre comportement, parce que c'était comme si la norme élevée qu'elles étaient censées d'atteindre était si élevée qu'elle semblait complètement irréalisable, et elles en ressentaient de la détresse. Et on a également noté le fait que d'être contrôlant avec les enfants
pouvait être une façon d'essayer de les protéger d'une punition plus sévère de la part de l'agresseur. Très souvent, l'agresseur ne tolère pas que les enfants crient, fassent du bruit, mettent le bazar, soit dans certaines parties de la maison à certaines heures, et le père ou le beau-père punira sévèrement les enfants s'il est mécontent d'eux parce qu'il est extrêmement rigide et déraisonnable. Et les règles ne sont pas toujours respectées par les enfants qui ne sont que des enfants. Alors la mère pourrait avoir à devenir très contrôlante et dure envers les enfants parce qu'elle pense que c'est la seule façon de les protéger contre une punition encore plus sévère de la part du père, advenant que le père veuille se comporter de cette façon envers les enfants. La mère se comporte peut-être aussi de cette façon envers les enfants parce qu'elle a un peu de contrôle sur eux en tant que parent dans une situation où elle est rendue considérablement impuissante par son agresseur. Alors, cela peut lui permettre d'exercer un peu de pouvoir parce que le pouvoir normal qu'elle aurait en tant qu'adulte a été complètement éliminé. Alors voilà le contexte dans lequel ces genres de comportements pourraient se présenter. Le bureau a aussi constaté qu'il y a une bonne chance que si la violence familiale s'arrêtait, si l'agresseur était tenu responsable, que la femme était en sécurité, ce qui n'est pas facile à faire, et ce qui exige beaucoup d'aide, les professionnels doivent être prêts à aider à limiter les comportements de l'agresseur, mais on a constaté que les mères avaient décrit dans cet échantillon que leur comportement avait changé envers leurs enfants et que les comportements maltraitants avaient vraiment pris fin une fois que la mère se sentait en sécurité, qu'elle était stable et qu'elle était à un endroit où elle n'était plus maltraitée. Je ne crois pas que cela arrive tout le temps, mais je pense que dans beaucoup des cas, ça permettrait d'améliorer la situation lorsque la femme n'est plus maltraitée. On a aussi constaté que les mères se sentaient très coupables par rapport à leur comportement vers leurs enfants, on les blâmait, ou si on soulevait cette question auprès d'elles. Si vous vous sentez coupable et que vous avez l'impression que quelqu'un va vous juger, vous allez être sur la défensive. Comme Catherine l'a mentionné, ces conversations doivent être entamées très prudemment, très doucement, de façon exploratoire. De cette façon, les mères pourront y participer sans avoir leur mécanisme de défense activé parce qu'elles pensent qu'elles vont être jugées. Rappelez-vous que les femmes n'ont jamais demandé ces circonstances. Elles pensaient entamer une bonne relation, l'agresseur les a manipulées, les a piégées. Et rappelez-vous aussi qu'elles se jugent encore comme étant la mère la plus terrible. Alors, il est important de ne pas le renforcer, d'essayer de voir des façons dont on peut les appuyer avec leurs enfants et de ne pas se concentrer sur les fois où elles ne se sont pas bien comportées envers leurs enfants. Cela dit, je pense que cet article porte sur les femmes qui ne se comporteraient pas normalement de façon maltraitante, mais qui l'ont fait en raison des circonstances créées par l'agresseur. Et je pense que c'est ce que nous examinons la plupart du temps. Je pense qu'il y a aussi certaines femmes qui auraient toujours été agressives envers leurs enfants et les auraient maltraités, même s'ils n'avaient pas été maltraités elles-mêmes, en raison de leur propre profil et de leurs propres attitudes envers les enfants. Alors vraiment en raison de leurs enjeux. Et je pense que c'est un enjeu distinct de ce dont je viens de parler tantôt. Je pense qu'il est important d'en tenir compte. Parce que dans certains cas, les mères se seraient toujours comportées de cette façon, même si elles n'avaient pas été maltraitées. Alors, je pense que c'est distinct des cas où les femmes se comportent de cette façon en raison des pressions extrêmes qu'elles subissent à la maison, mais généralement, ordinairement, elles ne se comporteraient pas de cette façon. Bon, merci. Alors, brièvement, je me demandais si vous pouviez parler, et en fait, je vais demander à Catherine de commencer à répondre à cette question. Certaines personnes participant au webinaire ont remarqué que le contrôle coercitif, parfois, est exercé au niveau systémique. Alors, les systèmes qui sont là pour appuyer les enfants et les familles sont en fait en train d'exercer un contrôle coercitif sur eux. Le commentaire était le suivant.
il faut tenir responsables les acteurs dans les systèmes lorsqu'ils sont responsables de causer ces préjudices, n'est-ce pas? Alors voilà la question. Bon, vous avez combien de temps? Dit Catherine. Bon, je vais essayer de parler brièvement. C'est une question, dit Linda. Nous savons que, potentiellement, en termes de contrôle coercitif au niveau systémique, cela touche différemment différents groupes de mères et d'enfants. Alors, pouvez-vous commenter la façon dont on peut tenir les systèmes responsables? Catherine. Eh bien, si au Royaume-Uni, il faut changer les systèmes complètement. Il faut adopter une approche qui va tout changer. Ce que nous avons présentement, et je vais présenter certains éléments. Emma pourra parler des tribunaux de la famille, moi je parlerai des soins sociaux fournis aux enfants. Alors, on a ces doubles normes pour les femmes. Comme Emma l'a mentionné, les femmes sont généralement les principales personnes qui s'occupent des enfants. Les services seront centrés sur elles, pas sur les hommes. On se concentrera sur la victime survivante et non l'agresseur, et ces doubles normes se poursuivent partout dans les systèmes. Alors, si on pense au terme d'intersectionnalité, c'est un terme féministe qui permet d'examiner les différents obstacles auxquels sont confrontées les femmes. Si on y pense, dans les systèmes et en matière de violence familiale, les obstacles sont comme un mur de briques. Par exemple, lorsqu'on parle de soins sociaux, de services sociaux, on entend souvent parler à ce niveau statutaire, lorsqu'on s'inquiète du bien-être des enfants, que l'on dise aux mères de gérer les risques liés à l'agresseur, alors que les services ne peuvent pas le faire. Elle est tenue responsable du comportement de l'agresseur, de ne pas arrêter ses comportements. Il y a très peu d'exploration à savoir comment elle est protégée et évaluée par rapport aux risques au quotidien et à la façon dont elle protège ses enfants et elle se protège. Vraiment, c'est une culture de blâme. Alors, on a ces énoncés de double norme. Par exemple, si votre agresseur continue de se comporter ainsi, vos enfants vous seront enlevés, ce qui doit être terrifiant. Et ensuite, ce qu'on obtient naturellement, c'est que la mère se dit, eh bien, je n'appellerai plus les services policiers lorsque cela se produit, parce que s'ils savent que cela se produit, mes enfants me seront enlevés. Et ensuite, on dit qu'elle ne collabore pas, qu'elle garde des secrets, on leur donne toutes sortes d'attributs. Et les mères se sentent probablement comme elles sont les pires mères au monde. Elles ont honte, la honte les accable et tout cela s'y ajoute. Alors, il se pourrait que les enfants soient enlevés à la mère, mais on accepte que l'agresseur ait des contacts non supervisés avec ses enfants. Alors, le récit est illogique. Et on blâme la victime. Les attentes placées sur les mères sont tellement élevées, il faut les réécrire. On ne comprend pas les situations de la bonne façon, on ne les gère pas de la bonne façon. Et là, je parle de services statutaires, je ne parle pas des tribunaux de la famille. Alors, je suis complètement d'accord que les systèmes concernant les victimes survivantes doivent être reformulés. Et lorsque les femmes appellent les services policiers, parfois la réponse est mauvaise, la réponse des systèmes judiciaires est pauvre. Alors, il y a des barrières partout. Pour ma part, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler auprès des services statutaires. C'est l'intersectionnalité, parce que j'étais vraiment traumatisée, fatiguée de voir les femmes continuellement blâmées pour les comportements des agresseurs et responsables de gérer ces comportements qui ne sont pas gérables. Alors, je suis d'accord avec ce commentaire et maintenant, Emma peut parler des tribunaux de la famille. Absolument, dit Emma. Et vous l'avez bien présenté. Les systèmes sont établis sur les mauvaises suppositions. Ils sont établis sur l'idée que la violence familiale, ce sont des incidents de violence, et ceux-ci commencent à un certain moment et s'arrêtent à un certain moment. Par exemple,
La violence familiale se déroule le mardi entre 19h et 19h30. Et ensuite, on présume que l'agresseur n'est pas dangereux le reste du temps. Et on présume que la victime a le choix, la liberté de choisir. Et c'est tellement faux. Parce que les agresseurs qui contrôlent tout le temps à l'aide de plusieurs tactiques. Ils abusent psychologiquement et manipulent la victime tout le temps. Ils l'abusent financièrement, ils l'empêchent d'accéder à la liberté financière dont elle aurait besoin pour se libérer de lui. Ils exercent un contrôle coercitif sexuel, la plupart du temps. Ils harcèlent la victime, la traquent, font une microsurveillance de tout ce qu'elle fait au quotidien et bien sûr l'isolent tout le temps. Il y aura donc toujours ces règles par rapport à qui elle peut voir, comment elle peut passer son temps, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, qui elle peut voir. Alors, pendant toute sa vie, son temps aura rétréci. Elle prend une toute petite place qui est réduite. Et cette victime travaille peut-être encore. Ses collègues n'auront peut-être pas remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe parce qu'elle se présente très bien. Mais sa liberté à l'extérieur du travail est très limitée. Il surveille probablement combien de temps ça lui prend pour se rendre de la maison au bureau. Il l'emmène peut-être lui-même en voiture. Elle n'a pas le droit d'y aller seule. Il la suit, il la traque pour s'assurer qu'elle n'a pas de relation amoureuse ou qu'elle ne parle pas à un ami ou une amie. Il trouve des raisons de la contrôler. Alors retournons au système. Les systèmes présument que rien de cela ne se passe et que lorsque les victimes se comportent de la façon dont elles le font, c'est parce qu'elles font des choix de mode de vie qui sont mauvais. Elles se comportent de façon irrégulière, elles ne collaborent pas, elles gardent des secrets. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Elles réagissent à la maltraitance constante de l'agresseur qu'elles doivent gérer en tout temps. Et les victimes savent que les gens ne les comprennent pas et qu'elles doivent se débrouiller toutes seules. Alors, elles essaient de faire de leur mieux pour évaluer les risques de chaque situation, mais tous leurs comportements sont sensés si on les reconnaît dans le contexte de ce qui se passe. Mais les services ne le reconnaissent pas. Alors, on finit par avoir des énoncés ridicules. Par exemple, on dit à la mère, si vous permettez à l'enfant d'être exposé à la violence familiale, eh bien, qu'est-ce que la mère va dire? Pardon, mon chéri, pouvez-vous arrêter de me battre? Les enfants, allez dans la cuisine. C'est sûr que la mère ne dira pas ça, c'est ridicule. Si les enfants sont exposés à la violence, c'est parce que l'agresseur a choisi d'être violent et de les exposer à la violence. Et les victimes de la violence n'ont pas eu le choix. Nos systèmes sont basés sur l'idée que les victimes sont en train de provoquer l'agresseur en lui donnant des commentaires continuels, en lui manquant de respect lorsque c'est son mari. Mais c'est illogique. Un agresseur est contrôlant. Il va utiliser toute excuse pour pouvoir contrôler sa conjointe et ils veulent le conserver à tout prix. Et peu importe si la victime vit une vie virtueuse ou peu importe ce qu'elle fait, l'agresseur va trouver une raison pour la contrôler, pour lui dire qu'elle fait tout de mal, pour lui dire qu'elle doit changer la façon dont elle fait les choses. C'est l'agresseur qui fait ces choses. Et lorsque la victime fait les choses de la bonne façon, eh bien, l'agresseur change les règles du jeu. Alors, ce ne sont pas les victimes qui provoquent l'agresseur. Elles n'ont pas de contrôle sur les choix de l'agresseur de se comporter de cette façon. Comme Catherine l'a dit, les services statutaires, comme la protection à l'enfance, lui disent souvent « Cet homme est si violent, si vous ne le quittez pas avec vos enfants et si vous ne fermez pas la porte lorsqu'il se présente, eh bien, on devra vous enlever vos enfants parce que cet homme est violent et dangereux. » Et eh bien, s'il se présente à la porte, elle calcule qu'il est plus facile de le laisser entrer plutôt que de devenir tellement en colère qu'il va donner un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir, eh bien, qu'elle ne le fasse pas. Parce que là, elle l'a laissé entrer. Et 6 mois plus tard, ils sont devant les tribunaux judiciaires parce que l'agresseur l'a poursuivi en justice. Et maintenant, devant les tribunaux, on dit qu'il est un père parfaitement adéquat. Les enfants peuvent être dans ses soins. S'il les a battus dans le passé, c'est dans le passé. S'il a
agressé sexuellement d'autres enfants, eh bien, ça a été fait à d'autres enfants, mais il ne l'a pas fait à ses enfants. S'il a agressé sexuellement ses enfants, eh bien, il se dit désolé, et ce n'était peut-être pas si grave que ça. Et si la mère dit qu'il est dangereux, que les enfants en sont terrifiés, elle est en train de l'aliéner, elle est hystérique, elle est un parent qui n'est pas amical, elle est très conflictuelle, il y a toutes sortes d'étiquettes qu'on lui donne. Et ensuite, on oblige la mère à être coparent avec un homme qui certainement l'agressera à une autre date et qui maltraitera probablement les enfants, du moins psychologiquement. Elle doit soit être coparent avec lui, dans une certaine mesure, et dans certains cas, elle perd la garde des enfants et c'est lui qui devient le parent à temps plein. Et ce, dans beaucoup plus de cas que les gens ne croient. Alors, il s'agit des circonstances les plus extrêmes, et ce ne sont pas toutes les mères qui se retrouvent devant les tribunaux de la famille parce qu'elles ne sont pas poursuivies par les agresseurs, mais lorsque ces causes sont entendues devant les tribunaux de la famille, les résultats pour les femmes maltraitées et les enfants ne sont pas bons du tout présentement. Au Royaume-Uni, moins de 2% des causes entendues devant les tribunaux de la famille donnent lieu à des ordonnances de non-contact. Et pourtant, nous pensons que plus de 60% des causes devant les tribunaux de la famille sont des causes de violence familiale, et c'est probablement sous-estimé. Parce qu'on dit souvent aux femmes de ne pas mentionner la violence aux tribunaux, sinon elles seront perçues comme étant une mère hostile et vindicative. Alors le 60% est probablement une sous-estimation, mais moins de 2% de ces causes donnent lieu à une ordonnance de non-contact. C'est parce que la culture des tribunaux de la famille est en faveur des contacts. Il n'y a rien de pire que de dire qu'on n'aura pas de contact. Il est mieux d'envoyer les enfants se faire agresser par leur père que de dire non au père. Alors il y a tellement de problèmes avec le système et les pauvres survivantes, on les laisse en désespoir. Elles vivent la trahison institutionnelle, elles pensaient que les systèmes allaient les protéger. En fait, les systèmes ont empiré les choses. Alors pour revenir à la question, oui, il faut changer les systèmes. J'ai un dernier commentaire, dit Catherine. Nous avons un système au Royaume-Uni qui s'appelle MARAC, Multi-Agency Risk Assessment Conference, qui porte sur les victimes à risque élevé, les femmes qui pourraient être assassinées. Le nombre de femmes que j'ai vues étant mal désignées dans ce système, étant désignées comme auteurs de crimes pour ce que nous appellerions autodéfense ou résistance violente en Amérique, c'est bouleversant. Une femme qui essaie de se défendre, qui essaie de défendre ses enfants, qui blesse son partenaire, eh bien, le système criminel dit qu'elle est auteure d'un crime. Oui, répond Emma. Merci, dit Linda. Annalie. Catherine, qu'est-ce que vous recommanderiez pour intervenir et soutenir un enfant qui semble imiter les comportements du parent contrôlant envers le parent victime ou envers ses frères et sœurs? On a parlé du fait que les mères peuvent imposer un contrôle coercitif sur leurs enfants, mais qu'en est-il lorsque c'est l'inverse? Catherine, je veux rappeler aux gens que dans le premier webinaire, on a parlé des rôles que les enfants peuvent jouer dans les familles. Alors, ils peuvent être le confident de l'agresseur ou père ou l'assistant de l'agresseur ou père. Alors, il faut donc examiner le rôle qui a été affecté aux enfants par l'agresseur. C'est la première chose à faire. Dans le cadre de ces genres de rôles et comportements, il y aura un niveau élevé de traumatisme qui sont connectés pour les enfants qui ont fait mal à leur mère. Les enfants ne veulent pas blesser leur mère. Il y a beaucoup d'enfants qui ont fait mal à leur mère et les services de santé mentale des enfants sont impliqués en raison des traumatismes, de la confusion et en fait de la révulsion envers soi que ressentent les enfants. Et à la racine de tout cela se retrouve l'agresseur, ainsi que les rôles que jouent les enfants. Je pense qu'il est important
Lorsque les familles quittent leur foyer et sont dans un milieu plus sécuritaire, de savoir que les enfants ne savent pas réagir une fois que la crainte est partie. C'est une situation complètement nouvelle pour eux. C'est quelque chose que leur petit corps et leur petit cerveau, ou leur grand corps et grand cerveau d'adolescents, ont appris à s'adapter. Nous avons parlé aux enfants de la réaction de combat, fuite ou gel, parce que si c'est la façon dont vous avez vécu jusqu'à présent, c'était parce que c'était nécessaire. Il est très difficile d'arriver à un endroit où ces comportements ne sont pas utilisés. La violence d'un enfant ou d'un adolescent envers un parent, c'est un sujet qui n'est pas très recherché dans ce pays. Il y a un livre, je n'essaierai pas de le montrer à l'écran parce que ça posait problème tantôt, mais voici le titre. Child to Parent, Violence and Abuse, A Practitioner's Guide to Working with Families. C'est un livre rédigé par Helen Bonnick. Helen Bonnick, c'est elle qui est universitaire en matière de violence par l'enfant ou l'adolescent envers le parent. Je vais vous envoyer un lien vers ce livre. Je ne sais pas comment les choses se passent au Canada, mais dans certaines parties du Royaume-Uni, parce que les services pour violences familiales sont très irréguliers, eh bien, si l'on tient compte du coût à l'économie de la violence familiale, c'est tellement ridicule, mais c'est tellement sous-financé. Au Royaume-Uni, il y a certains services qui offrent des groupes pour les enfants qui sont en train de blesser leur mère dans un contexte de violence familiale. Cela comprend des groupes pour les enfants, les mères, ainsi qu'un groupe pour les enfants et les mères. Alors le triage est tellement important au sein des services. Les services doivent se parler. On ne peut pas travailler avec les mères et les enfants en isolement. Il faut regrouper. Vous pourriez avoir ces services au Canada. Sinon, ce serait bien de les mettre en œuvre. Mais ce sont des services qui sont très sous-financés. Alors, examinez les services que vous avez, examinez les rôles que jouent les enfants, et ça revient à ce qu'on disait tantôt. Il faut travailler doucement, ça va prendre du temps. Il faut examiner l'expérience vécue par les enfants, toutes les variables connexes, même chose pour la mère. On le fait en même temps qu'on examine les expériences vécues par l'enfant. Et ensuite, il y a beaucoup d'éléments liés à l'attachement. Quelle sorte d'activités peut-on faire entre enfants et mères qui sont amusantes, qui leur permettent de créer leurs propres souvenirs positifs? Alors pour moi, il s'agit d'avoir des éléments liés à l'attachement et d'avoir ces récits. J'ai travaillé avec un garçon qui haïssait sa mère, en ses propres mots. Il la frappait. Et lorsqu'on a fait du travail concernant son expérience vécue avec l'agresseur, il y avait un événement qu'il avait gardé à l'esprit. C'était le beau-père agresseur qui faisait de grands repas et cet enfant devait tous les manger, ça le rendait presque malade, et la mère devait le regarder. Alors, une façon absolument atroce de contrôler la famille. Et si la mère était intervenue, chaque membre de la famille aurait été agressé. Alors la mère mangeait un peu de la nourriture ou la lançait de l'autre côté de la clôture. À sa façon, elle protégeait l'enfant. Mais dans l'esprit de l'enfant, ceci n'aurait jamais dû se produire, maman. Mais une fois que nous avons pu obtenir un récit où la mère protégeait l'enfant et validait les sentiments de l'enfant et sa perception de la situation, et ensuite on a fait beaucoup d'activités, eh bien, lentement, cette relation a commencé à se réparer et a commencé à se rétablir, mais ça a pris un certain temps. Linda, quelle merveilleuse façon de mettre fin à cette magnifique discussion. Nous manquons de temps. Je veux rappeler à tout le monde d'écouter le premier webinaire que Catherine et Emma ont présenté le 22 novembre et profitez de cette séance. Vous pouvez la regarder individuellement, mais je pense que c'est plus riche lorsque c'est combiné avec le webinaire initial. Alors sur ce, nous voulons remercier
tout le monde d'avoir participé à cette séance et en particulier, merci à vous, Catherine Lawler, et à vous, Dr. Emma Katz, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous à nouveau pour répondre à d'autres questions de la part des membres du réseau d'apprentissage et du centre de connaissances. Merci.